êtes dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis du mardi sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Et c'est une très bonne idée parce que aujourd'hui, je sors mon petit matériel, c'est la 20e de Retour Gagnant déjà. Et pour l'occasion, eh bien, on a invité du beau monde sur notre plateau. Justine Hénin, bonjour, bienvenue dans Retour Gagnant. Salut Anne, c'est vrai que c'est une grande première, merci de m'accueillir. Un nouveau duo sur ce beau plateau avec Thomas Biel. Bonjour Anne, bonjour Justine. L'homme qui a interviewé Rafael Nadal à 16 ans à Cherbourg en Cotentin. Il y a fort longtemps, c'était il y a plus de... Rigolez pas. C'est la vérité. Il y a plus de 20 ans. Ouais, plus de 20 ans. Il avait 16 ans à l'époque et c'est grâce à Thomas Biel qu'il a fait cette carrière. Peut-être pas, en fait. Peut-être pas. On va parler du fol automne de Benjamin Bonzi dans cette émission, du Masters féminin et masculin, parce qu'on a quand même une double vainqueur du Masters sur ce plateau, Justine. 2006-2007 Ça en plus. aussi, ça remonte à loin. Ça nous On rajeunit évoque pas. des souvenirs. 2006-2007, oui, des beaux souvenirs. Le doublé, c'est beau. Avant de s'attaquer à cette émission, Justine, on a une petite tradition dans Retour Gagnant, c'est la minute hors cours, les images insolites du circuit. On regarde ça. La fille de Daniil Medvedev a bien grandi entre le Masters de l'an dernier, en 2023, et celui de cette année. Elle reconnaît toujours aussi bien son papa. Et en plus, regardez, il tient sa raquette dans le bon sens sur la photo. Avant de perdre son premier match à Turin, Carlos Alcaraz a fait plaisir aux nombreux fans venus assister à son entraînement. Et avant la défaite, le petit Espagnol était d'humeur blagueuse. Petit rigolo, Alcaraz. Grigor Dimitrov est aussi à Turin en tant que remplaçant, mais il ne se fera pas remplacer dans le cœur de ce petit fan au bras cassé. Quel souvenir! Alcaraz, encore lui, est tombé sur un carotte à boy, un fan de Sinner. À moins que ce soit son fils caché. Petite ressemblance. Des fans, Novak Djokovic en a, et l'on peut dire que c'est carrément un dieu vivant en Serbie où il a été acclamé. En plein match, c'était un match d'Euroleague de l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. Donc, incroyable image. Il a été célébré à plusieurs reprises, Novak Djokovic. Pas besoin d'être au Masters pour être acclamé de cette façon, donc on sent qu'il a beaucoup de plaisir. Oui. Ouais, il en prend du plaisir, il en profite, il a décidé de ne pas jouer ce Masters, on va y revenir. Mais avant de parler de Turin et puis de Riyad, où les filles aussi ont disputé leur Masters, on a eu envie de mettre à l'honneur un Français cette semaine dans Retour Gagnant, c'est Benjamin Bonzi, qui vient de remporter son premier tournoi ATP à Metz, et qui est sur un enchaînement assez fou. Justine, Thomas, 21 victoires sur les 22 derniers matchs. Il a remporté 2 challengers, Roanne et Saint-Brieuc, en finale à Brest, chez Arnaud Clément. Et ce premier titre ATP à Metz, la semaine dernière. Et cerise sur le gâteau, il rentre de nouveau dans ce top 100. Il est 77e. Il sortait des qualifications de Metz. Il a battu Casper Ruud, donc son premier top 10. Alors un Casper Ruud pas très motivé, peut-être parce qu'il y avait le Master juste après. Mikkelsen, Nori en finale. Il a répondu à nos questions, Benjamin Bonzi. C'est Sébastien Petit qui a réalisé cette interview où il nous raconte un petit peu ce retour d'un petit peu des enfers l'année dernière et cette blessure au poignet aussi qui l'a handicapé. On l'écoute, Benjamin Bonzi, et puis on en reparle juste après. Ça va mieux, ça a été une année compliquée, mais une fin surprenante. Surprenante dans le bon sens, donc non, c'est super de finir de cette manière. J'ai retrouvé beaucoup de plaisir sur le terrain, j'ai retrouvé une manière de jouer qui me convient, et forcément, quand tu te sens un peu mieux, il y a des victoires qui suivent, la confiance, mais c'est vrai que c'est dur, c'était très compliqué d'imaginer ça il y a quelques semaines. Il y a eu cette petite blessure, enfin cette grosse blessure même, qui m'a coupé un peu du circuit. Et je pense que je l'ai mal géré dans la partie retour, où en fait j'ai voulu peut-être revenir trop vite ou mettre trop d'énergie pour revenir le plus vite possible. Et c'est vrai qu'en fait j'ai pas vraiment pris le temps d'analyser la blessure, de comprendre aussi ce que ça pouvait engendrer dans mon corps, dans ce que je pouvais ressentir sur le terrain. Et je me suis épuisé nerveusement, je me suis épuisé physiquement aussi. Et en fait, je suis arrivé en début d'année, je pense déjà un peu à bout, parce que j'avais l'impression d'avoir fait la course les 6 mois d'avant, et sans vraiment retrouver ce que je cherchais. Et ça a été très compliqué aussi, voilà, sur le début de saison. Et en fait,
presque limite à ce moment-là où ça a été la phase la plus dure où tout m'a un peu explosé au nez, quoi. Ça serait mentir que de dire que j'allais à ce tournoi-là avec l'ambition de le gagner parce que je voulais avant tout me faire plaisir, finir la saison sur une bonne note et j'arrive en confiance avec des bonnes victoires avant. Et voilà, je voulais faire des bons matchs, voir ce que ça donnait et me retester un peu sur des joueurs de ce niveau-là. Après, au fur et à mesure de la semaine, je me suis pris au jeu et au final, malgré tout, je l'ai hyper bien géré et je suis hyper content d'avoir tenu ces intentions-là et ce que j'ai produit sur le terrain jusqu'au bout. Je pense que tous les résultats des Français tirent un petit peu les autres derrière eux. Voilà, il y a Hugo qui veut très bien, Arthur qui a très bien joué sur la fin de saison aussi avec des gros titres, avec les deux qui étaient en finale à Tokyo, c'est le titre de Joe à Bâle aussi. C'est des choses qui montrent un peu la voie aux autres et qui montrent que c'est possible. Après, il y a une stat que je trouve intéressante, c'est que depuis Cassis, en septembre sur le Challenger, il y a eu des tournois en France toutes les semaines, avec toutes les semaines au moins un Français en finale. Alors, il y a pas eu que des titres, mais il y en a eu énormément et ça montre que le niveau du tennis français, voilà, au-delà de dire qu'on est 13 joueurs dans les 100 aujourd'hui, il y a énormément de bons joueurs. Il y en a aussi pas mal qui sont pas si loin que ça de rentrer dans les 100 et en fait, on se rend pas compte de la densité du niveau en France. On pâtit un peu de la comparaison avec la génération d'avant où il y en avait 4 qui ont été dans les 10. Pour l'instant, nous, il y en a pas. On manque peut-être de ce mec super fort devant pour vraiment dire que on a des bons joueurs de tennis. Mm. Mais en soi, le niveau français en général est hyper relevé et le fait d'en avoir 13 dans les 100 en est la preuve. Et en fait, voilà, et comme je l'ai dit, au-delà de ça, il y en a peut-être 3, 4, 5 qui sont vraiment pas loin de rentrer. Mm. Et s'ils rentrent, ça montera le chiffre à peut-être 14, 15, 16, ce qui est exceptionnel. Ça fait ça fait plus d'un dixième du top 100 qui est français. Et on se rend pas compte de ça, en fait, à quel point c'est dur d'être dans les 100. Et alors oui, peut-être qu'on n'a pas ce mec hyper fort devant pour l'instant. J'espère que ça va arriver, mais en tout cas, le niveau général français est super haut. Ça fait plaisir d'entendre ça. C'est vrai qu'on a tendance à un peu taper sur le tennis français. On est très exigeant en France parce qu'on a eu des générations dorées, on a eu des vainqueurs de Grand Chelem. C'est plus le cas depuis un moment. Est-ce que c'est important d'avoir comme ça un garçon dans le top 10 pour vraiment mettre en valeur le tennis français ou finalement ce plus gros contingent, la France, 13 joueurs dans le top 100, c'est le plus gros contingent, c'est ce qui compte? D'abord, je trouve qu'elle est très intéressante, cette interview. Il partage beaucoup de choses sur ce qu'il vit, lui, à titre personnel. Je trouve que toute la partie sur sa blessure et cette gestion, elle dit énormément de choses. Et donc, il y a énormément de contenu et beaucoup d'honnêteté aussi. Et sur cette question du tennis français et de cette densité aujourd'hui, on sent qu'il y a une dynamique qui est quand même extrêmement positive. Les chiffres sont là, ce nombre de 13, évidemment, dans le top 100, avec des perspectives. On aura l'occasion aussi certainement d'en reparler aussi, beaucoup dans les prochaines semaines à l'approche de la saison 2025. On a vu l'émulation à Bercy, le plaisir du public, évidemment, parce que ça, c'est très porteur pour des joueurs. Et puis, ils le partagent. On voit des joueurs qui réalisent des résultats. Ça donne envie. On se dit que c'est possible. S'il y a en plus une tête d'affiche, comme Sinner l'est en Italie, quand on voit ce que Sinner est en train de générer effectivement au niveau du grand public, au niveau de l'attractivité du tennis et donc forcément de l'émulation qu'il peut générer derrière, ce sera un plus. Donc si on a un Français qui arrive à éclore encore davantage en franchissant un cap l'année prochaine, je pense que ce sera encore de meilleur augure pour tous ceux qui sont derrière et qui seront portés par ces résultats. On se dit que c'est la prochaine marche, qu'il faut qu'il y ait un leader. Alors, les Italiens, c'est 8, par exemple, 8 joueurs dans le top 100. Mais il y avait Matteo Berrettini, il y a Yannick Sinner qui porte tout le monde. On se dit que c'est la prochaine étape pour les Français. C'est énorme. Il le dit Benjamin Bouzy, c'est plus de 1 sur 10. C'est le rôle que devra avoir Arthur Fils, Hugo Humbert. On rappelle un 14e, 20e pour l'instant. On l'a beaucoup dit, même sur ce plateau, dans Retour Gagnant. Ouais, on en a beaucoup parlé. Il faut qu'il y ait ces joueurs qui rentrent dans le top 10. C'est la prochaine étape pour emmener tout le monde. Alors, ce serait une étape. Maintenant, le rôle ou une obligation, je ne pense pas que ce le soit. Parce que mettre la pression. Non, mais c'est vrai, ils ne portent pas le tennis français non plus, ces joueurs-là. On est dans un sport individuel, chacun regarde aussi sa propre carrière. Et maintenant, on sait aussi que partager des choses, créer de l'inspiration, c'est fondamental. Donc, s'il y a un joueur vraiment qui peut aller chercher un grand titre ou s'approcher et potentiellement rentrer aussi dans le top 10, ça va générer encore davantage de choses positives
sportive. Mais le danger, je pense pour chacun, de toute façon, c'est comment observer cette concurrence, comment s'en servir, comment aller puiser de l'énergie et de l'inspiration, comme je le disais, sans que ça ne devienne une pression finalement qui empêche et qui freine. Et donc, il faut être un peu égoïste, hein, dans ce monde-là. Je pense que tous les joueurs et toutes les joueuses le sont, d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait logique, c'est normal. Et après, en découleront des choses. Donc ça, je pense que c'est ce qui pourrait se produire, en tout cas, je vous le souhaite pour l'année prochaine. Oui, il y a plein de paliers encore à franchir, mais c'est vrai qu'on a vu des grosses perfs comme en ATP 500 cette année qui font que ça emmène un peu tout le monde et il y a des paliers qui ont été franchis, donc la progression est là et c'est ça le plus important. Mais il y a du chemin encore. Ouais. Beaucoup, hein, on voit aller toucher un top 20, un top 15, aller chercher une finale dans un Masters 1000 comme Hugo Humbert a pu le faire. On voit, hein, il y a plus que des coups d'éclat, mais il y a des coups d'éclat forcément qui sont porteurs d'espoir. On a vu Arthur Fils aussi déçu après cette défaite, mais positif sur tous ses apprentissages, sur ce qu'il va pouvoir emmener avec lui pour cette saison 2025. Il y a encore beaucoup de stabilité aussi à aller chercher. Hein. C'est là qu'on fait la différence sur une saison, c'est là qu'on franchit des caps. C'est le potentiel, il est là, mais comment faire en sorte d'être plus régulier, d'être plus constant, forcément dans un match d'abord, puis dans une saison. Ça, ce sera le défi pour véritablement franchir des paliers et faire en sorte que ces semaines deviennent un peu plus finalement une normalité. C'est comme ça qu'on avance. C'est intéressant ce qu'il dit Benjamin Bonzi justement. Alors il est très bien entouré, hein, mais vous l'avez repris et tu l'as repris, Justine. Il y a cette dynamique. Il avait atteint son meilleur classement au-delà de la 40e place mondiale. Oui, il était 42e. Il a mal géré cette blessure au poignet. Mais parce qu'on a une dynamique. Alors il dit j'ai repris trop tôt, c'est facile à dire maintenant. Non, mais c'est bien, il a du recul. Hein, cet abandon à Monte-Carlo l'année dernière. Ouais. Et après, il veut bien faire parce qu'il sait qu'il rentre dans les tableaux, il sait qu'il court après le temps. Et puis garder ses points aussi. Ouais, mais l'analyse, c'est quand même super important quand on l'entend effectivement évoquer avec du recul cette question. On sait que la question des blessures, elle vient toucher tous les joueurs. On sait que la question de se dire, voilà, le temps que je vais prendre, il y a cette urgence. On a toujours cette urgence parce qu'on est là pour être en compétition. C'est évidemment le but ultime, c'est d'être en compétition, d'être le plus performant possible. Et ces périodes qui nous mettent un peu à l'arrêt, qui nous mettent dans des moments difficiles, il y a une gestion qui est fondamentale. On a tous commis ces erreurs-là, hein, de vouloir revenir trop tôt, de ne pas s'arrêter, parce qu'on voit aussi énormément de joueurs qui n'arrivent pas à s'arrêter, et on sait avec le recul que ça aurait été beaucoup plus bénéfique de le faire quand on est dedans, c'est très dur, mais quand on a la capacité de l'analyser, si un jour ça doit se représenter, forcément il le gérera différemment. Il évoque aussi cette notion de plaisir, quand on est passé par des moments difficiles et qu'on se rend compte qu'on n'a peut-être pas pris les bonnes décisions, sentir qu'on est plus en phase, ça ramène aussi cette dimension de plaisir. Donc la question de l'environnement, elle est fondamentale, on le sait, pour les joueurs. Il a l'air en tout cas apaisé, serein, et ça fait du bien de voir un joueur. Il n'y a pas non plus, rien n'est figé dans une carrière. On apprend tous les jours et on se sert de tout ce qui se passe pour avancer. Et espérons qu'il puisse capitaliser évidemment sur son expérience d'aujourd'hui pour continuer sur cette voie-là. Il y a une joueuse qui a été un petit peu en difficulté à Cincinnati, à l'US Open, c'est Coco Gauff. Et pourtant, elle a su rebondir. Et c'est notre prochain thème, le Masters féminin qui a eu lieu la semaine dernière, les finales WTA à Riyad en Arabie Saoudite, remportées donc par l'américaine Coco Gauff, qui a eu en plus une sacrée finale à jouer contre la chinoise Zheng Qiwen. 3-7, très disputée. Elle était derrière à plusieurs reprises, menée 6-3, 3-1, puis 5-3. Zheng a même servi pour le match, il me semble, dans le troisième avant de perdre au tie-break. Et donc, elle est couronnée, la gagnante de l'US Open 2023, qui devient, à 20 ans, la plus jeune lauréate de ce tournoi depuis une certaine Maria Sharapova, c'était en 2004. Et puis, Justine, elle a eu des victoires de renom dans ce Masters, notamment contre Swiatek et puis contre Sabalenka. C'est une sacrée perf pour Coco Gauff, qui est jeune, on l'oublie parce que c'est vrai qu'elle est arrivée très tôt. Il y a eu cette US Open l'année dernière. Et bon, un peu comme le tennis français, dès que ça va un peu moins bien, on lui tape dessus. Elle l'a évoqué d'ailleurs, ces difficultés-là. Et finalement, c'est elle qui finit le mieux l'année. Ça fait partie aussi du jeu. La critique est là dès que les résultats sont moins bons. Il y a des constats. C'est vrai qu'elle a eu un été qui était très difficile. L'année dernière, elle a vécu un été qui avait une toute autre tonalité. C'était prévisible quand tu regardes justement ce recul. Tu te dis c'est prévisible quand on la voit gagner l'US.
C'est toujours difficile, hein, surtout quand ça se passe, j'imagine, chez soi. Il y a quand même une pression qui est incroyable, même si, voilà, aux États-Unis, ils sont quand même portés aussi, et il n'y a pas de complexe par rapport à cette réussite et à cette ambition. Donc, mais c'était une pression qui était très importante pour elle en revenant. On a vu, mais on a aussi vu qu'il y avait des choses qui évoluaient encore difficilement aussi dans son jeu. Moi, j'ai quand même été assez impressionnée par le niveau de jeu ici affiché sur ce Masters par Coco Gauff. Et ce qu'il en ressort quand même à nouveau, même si on peut analyser sa carrière, ses résultats. D'abord, il ne faut pas oublier qu'elle reste très jeune, Oui. mais on est très exigeant avec elle. Elle est très exigeante avec elle-même. Mais elle a quand même une capacité, elle a une résilience quand même qui potentiellement va l'amener très très loin en termes de palmarès, hein, parce qu'elle a une capacité de rebond, et ça c'est le signe évidemment d'une potentielle future très grande, parce qu'il y a encore évidemment du chemin pour aller étoffer son palmarès, mais je trouve que cette fin de saison est vraiment exceptionnelle, la manière avec laquelle elle est allée chercher cette finale. On va reparler de Zheng, de tout ce qui se passe un peu dans ce tennis féminin. Ça fait du bien de voir des matchs de cette qualité. On en a vu beaucoup cette année. On sent quand même là maintenant que dans le top, il y a en tout cas des rivalités, il y a de la bagarre qui s'installe. Et Coco Gauff est allée à nouveau avec beaucoup de cœur, hein. Elle joue vraiment avec ses tripes, avec ses faiblesses, avec ses failles, mais elle ne lâche rien. C'est ce qu'elle a montré une fois de plus dans cette finale. Et c'est vraiment, au-delà de l'aspect athlétique, sa très grande force aujourd'hui. Elle peut venir titiller, justement. On avait parlé de Big Four féminin avec Sabalenka, Swiatek, avec Rybakina. Gauff, elle peut venir embêter les deux patronnes aujourd'hui. Donc c'est Sabalenka qui finit numéro 1, mais Swiatek, évidemment, a encore beaucoup gagné cette année. Est-ce qu'elle peut venir les titiller? Il y a encore des progrès à faire en Grand Chelem, peut-être cette année, c'était moins bien. Elles vont toutes continuer à travailler de toute façon. On sent là que cette émulation les pousse. Mais tu mets les trois et le reste du monde derrière? Quand on a vu, alors, Swiatek, d'abord, Gauff. D'abord, on a vu qu'il y avait quand même de l'évolution, hein, dans ce top 10. Hein. Ça a bien bougé, il y a des joueuses, on a vu une Paolini cette année, avec ses 2 finales en Grand Chelem, les 4e mondiales aujourd'hui. Ça a quand même été une des surprises de l'année. On a vu une Zheng qui, à mon sens, est la révélation de cette année 2024. Championne olympique, fin de saison tonitruante, finale ici au Masters. C'est là aussi, hein, on voit qu'il y a un apprentissage cette année. La joueuse timide en finale de l'Open d'Australie et la joueuse qu'on voit sur cette fin de saison, on voit quelqu'un quand même de beaucoup plus affirmé. Elle prend la 5e place mondiale aujourd'hui. Et il y a Navarro quand même qui a été aussi une des autres révélations qui est rentrée dans ce top 10. Mais clairement, on va positionner le top 3 quand même au-dessus des autres. Je pense que Zheng, je vois mal une Paolini aujourd'hui en tout cas aller titiller davantage ce top 3. On va voir comment Zheng va vraiment aborder cette saison 2025, parce que maintenant, ça y est, tout le monde est là, tout le monde sait qu'elle est là, tout le monde l'attend davantage. La saison d'après. T'annonces le Big Four pour 2025. Ouais, avec Zheng. Je vais rarement dans des annonces. Hein. Tu me connais, Thomas. Tu sais que tu connais ma prudence, même si je sais que vous me poussez beaucoup ici à me dévoiler un petit peu plus. Non, mais j'aime bien ressortir sur le 20e numéro d'autres gagnants et voir ce que vous avez. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant qui s'installe et qu'on a des figures là qui prennent la place. Swiatek, elle a pris la place depuis des années maintenant. Sabalenka prend la place et Gauff est une joueuse charismatique et on l'a dit avec énormément de caractère. Elle vit parfois des moments difficiles derrière, elle est là au contact. Donc là je pense qu'on a quand même vraiment dans le tennis féminin ce qu'on attendait aussi depuis longtemps. Pas une joueuse qui porte mais voilà certaines choses. On va voir Rybakina aussi, hein, ce qui va se passer l'année prochaine. Elle a une saison un peu plus compliquée, les blessures, elle va commencer à travailler avec Ivanisevic. Ça c'est intéressant. Vainqueur de Grand Chelem. Voilà, elle a reculé un petit peu au classement, comme une Pegula aussi. Donc, il y a eu des ajustements assez intéressants. Donc, je pense qu'on va avoir une saison 2025 vraiment très riche sur ce tennis féminin. Jamais t'as pensé, Anne, que Sabalenka pouvait toute rester, Justine? Et que ça allait être la seule patronne. Vous parlez de 3 joueuses, de 4, de 5. Là, elle finit numéro 1. À Roland-Garros, on a quand même le sur sentiment terre battue, il y a cette progression pour Sabalenka.
Sabalenka, elle est présente sur terre Ouais. battue, on le voit sur Oui, les oui. tournois de Mais elle préparation, bute sur elle bute sur Swiatek, donc ça c'est indéniable, Swiatek. À Rome, à Madrid, 2 fois, elle perd en finale contre la Polonaise. Swiatek, elle a, même si elle a gagné l'US Open sur dur, que je pense qu'il y a encore des choses qui vont devoir vraiment évoluer. Il y a eu ce changement aussi d'entraîneur. On voit que sur gazon et on voit aussi que sur dur, même si elle a ce titre, ça reste quand même plus difficile pour elle, alors qu'une Sabalenka paraît quand même beaucoup plus polyvalente sur toutes les surfaces. Elle aura maintenant qu'elle a gagné l'Open d'Australie et l'US Open envie d'aller gagner ailleurs, ça c'est évident. Mais au niveau de Sabalenka, on le voit de toute façon au niveau de pas mal de chiffres. Mais je pense cette qu'à dire année. qu'il pouvait y avoir un règne sur 1, 2, 3 années à venir. On Ça voit va que ça se très bien. partage. partage. Non, moi Ouais. je pense qu'on voit quand même qu'elle est titillée. On voit maintenant une Gauff qui vient. Moi je pense qu'elle elle est à sa place en tant que numéro 1 mondial. Elle l'a montré cette année. Elle a fait évoluer, elle a gagné 80% de ses matchs cette année. Au niveau de son service, on peut prendre les statistiques, ça a continué à progresser. Donc il y a énormément de domaines dans lesquels on a vu encore son évolution. Je trouve que c'est une très belle personnalité en plus. Donc pour moi, elle est à sa place, elle porte aujourd'hui ce tennis mondial, mais on ne peut pas dire non plus qu'il y a un gouffre avec, même si elle est bien devant, il y a une avance qui est confortable, mais on voit qu'elle a encore ses creux aussi dans une saison, malgré ses titres, il y a encore des moments où elle aura certainement envie d'être, elle est exigeante, et c'est ça qu'on retrouve maintenant, je trouve, au sommet du tennis féminin, c'est une exigence quand même assez forte. Donc non, elle est à sa place, mais il ne faudra pas se reposer sur ses lauriers. Je ne pense pas que ce soit le style de la maison, quoi. Non, c'est des joueuses qui continuent à travailler. Je pensais que tu allais dire qu'elle allait vouloir remporter les progresser. 4 grands chelems en 2025. Je ne prendrai Tu pas n'auras ce pas ça risque, d'abord Thomas, enregistré. mais par contre, je t'encourage Je le dis, moi. à l'annoncer, quoi. C'est enregistré. Ouais. Les pronos On va pour quand même, 2025. là, ce C'est fort, quand même, serait hein. très fort. C'est ouais. fort, Si hein. dans un an, on se parle là, Et on se Il y aura retrouve au récompense. 72e numéro, parce qu'il y en aura ouais. 52. Ça va être fort alors de dire là, ça. je te tire un grand Je suis coup de assez chapeau. fier de ça. Mais il y a du chemin. Hein. On va voir s'il y a des pronos pour les garçons, puisque après les filles, on va s'intéresser aux garçons, au Masters de Turin. C'est en ce moment, vous avez démarré, Justine Thomas, votre semaine du tournoi des maîtres sur Eurosport aux commentaires. On va se demander si ce prestigieux tournoi s'essouffle un petit peu, s'il a perdu de sa superbe, et si cette édition manque un petit peu d'intérêt. On va écouter à ce sujet la chronique de Service Volé, qui a toujours de bonnes analyses à ce propos, et puis on en reparle juste après. Le Masters 2024 va démarrer ce dimanche à 14h avec une petite pointe de nostalgie pour les fans de tennis. Ce sera en effet le premier Masters depuis 23 ans à se disputer sans aucun membre du Big Three, une génération exceptionnelle pour le tennis, la plus belle de l'ère Open, avec celle des années 80. Après, Novak Djokovic, techniquement, était qualifié. Incapable de perdre, il s'est retrouvé en finale de Shanghai, et après un crochet en Arabie Saoudite pour récupérer son chèque, le pauvre s'est réfugié aux Maldives plutôt qu'à Bercy pour ne surtout pas réussir à se qualifier, mais non, rien à faire, non, il a quand même terminé parmi les 8, tragique pour les autres. Novak a évoqué une blessure persistante pour qu'on le laisse enfin tranquille. J'aurais dû y penser moi à cette blessure persistante pour éviter le cours d'histoire-géographie le lundi à 8h en 4e bleu. À la belle époque. Non. Bref, pas de Novak qu'on devrait revoir très fort début 2025 selon ses propres dires, mais un Yannick Sinner en fuego. À domicile et dans des conditions qu'il adore, l'Italien aura la grosse pancarte et sera vu comme l'immense favori du tournoi des maîtres. Et comme très souvent cette saison, l'Italien a magnifiquement géré son calendrier pour arriver le plus frais possible. Pas de Bercy pour cause de virus intestinal, il a esquivé les Jeux Olympiques, rappelez-vous, qui n'était pas du tout un objectif pour lui, contrairement à l'US Open, à cause d'une angine, et il avait déclaré forfait à Rome juste avant Roland-Garros à cause d'une douleur à la hanche, parfaitement remise d'ailleurs, depuis l'annonce de son double test positif après Cincinnati. Lindor en plus a toujours magnifié les qualités brutes de Sinner, et c'est dans ce contexte l'année dernière qu'il avait passé un cap définitif dans son évolution. Son énorme titre à Vienne contre Medvedev, puis sa double victoire contre Djokovic, d'abord en poule au Masters, puis durant la Coupe Davis où il sauva 3 balles de match sur son service, furent des étapes fondamentales pour le jeune Italien. Son service, sa relance, ses déplacements, sa faculté à varier désormais un petit peu plus, sa cadence insoutenable, j'ai plus assez de doigts pour lister toutes ses qualités, rien ne semble pouvoir faire plier Yannick Sinner à quelques heures du début du tournoi. Pas même Carlos Alcaraz. Le petit génie espagnol joue gros cette semaine, lui qui n'a toujours pas déverrouillé son plein potentiel en indoor. Ses plaintes sur la vitesse du cours à Bercy et le raz-de-marée qu'il a subi face à Humbert ont rappelé qu'il est un joueur encore vulnérable lorsque les conditions s'accélèrent.
Les premiers retours, et notamment celui de Yannick Sinner, évoquent une surface légèrement ralentie par rapport à la saison dernière, mais seuls les premiers matchs nous permettront d'y voir plus clair. La clarté d'esprit, il en a fallu pour l'équipe juridique d'Alexander Zverev cette saison, mais pour Zverev aussi tout court. 86 matchs avant d'arriver au Masters, mais une vision long terme pour l'Allemand qui voit beaucoup plus loin que ce tournoi. Un grand chelem par exemple, hein, au hasard. Le groupe Newcombe devrait être d'ailleurs un féroce affrontement entre Zverev et Alcaraz, histoire d'éviter de se coltiner Sinner, le grand favori du groupe Nastase. Et donc, pas de Big Three cette saison, sniff sniff, il va commencer à falloir faire le deuil de Krakito générationnel, quelques outsiders qui peuvent prétendre à une qualification en demi-finale, et Casper Ruud. Vous savez s'il y a des parcours de golf dans la région de Turin ? Il a été mauvaise langue parce que Casper Ruud a battu Carlos Alcaraz hier. Alors il a profité d'une méforme de l'Espagnol qui se sentait pas bien, qui était un petit peu malade. Ça va encore plus donner du relief à cette idée selon laquelle c'est un plateau faible et il reste plus que Sinner tout seul, ou non, il y a quand même de l'intérêt. Enfin, qui se sent pas bien sur du indoor en fait. Alors on a parlé de son rhume à Carlos Alcaraz. D'accord, mais on n'enlève rien à la victoire du Norvégien. Non, sur du indoor, il n'a pas des résultats, on l'a vu au Paris Masters, Carlos Alcaraz. Aucun titre sur les 16 remportés, aucun titre pour Sinner. Ça nous rappelle Rafael Nadal. Je pense que quand on ne nie pas qu'il ne se sent pas bien, et maintenant on a des explications supplémentaires par rapport à ce que l'on a vu, où il était vraiment quand même assez absent dans cette partie. Mais si vous combinez le fait que physiquement c'est difficile pour maladie, combiné au fait qu'on est sur une fin de saison, qu'il a quand même reparlé de fatigue mentale, et combiné au fait qu'on est dans des conditions qui ne sont pas ses conditions favorites, tout ça finalement, le fait que vous vous sentiez pas bien, peut-être que ça vient s'accentuer encore un petit peu plus. On ne sait pas ce que ça va donner, évidemment. On a démarré ces Masters timidement, il faut quand même être honnête. On n'a pas encore... on a eu quelques certitudes. On était plus ou moins sûr du visage que Yannick Sinner allait montrer pour entamer ce tournoi. On était plus ou moins sûr de comment Zverev allait entamer cette compétition également. La question sur le visage de Carlos Alcaraz, et là il y a une nouvelle donne en plus avec son état physique. Et puis on a bien aimé Fritz aussi sur cette entame, des outsiders. Mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions encore à l'heure actuelle sur le niveau de jeu qu'on va trouver dans les prochains jours. Oui, parce qu'on se disait, est-ce que ça va se résumer à encore un énième affrontement entre Alcaraz et Sinner? Pas sûr, si l'Espagnol ne se remet pas de ce Casper Ruud, bonne petite blague de Romain Bouchenot. Il y a eu pourtant des choses de fait du côté d'Alcaraz. On a dit que, c'est les journalistes de Marca qui avaient annoncé qu'un cours avait été installé dans l'académie de Juan Carlos Ferrero pour qu'il s'entraîne sur ces conditions-là. Il ne rien au hasard. Il y a du travail, il n'y a pas de hasard. Il y a d'autres joueurs dont on n'a pas trop parlé. Medvedev, Rublev, c'est compliqué pour les Russes en fin de saison, peut-être toute la saison même, en les sent fatigués mentalement. Medvedev, il faut qu'il aille se reposer un petit peu. Il a annoncé de toute façon, il a annoncé qu'il voulait déjà être en vacances, donc on a du mal à imaginer comment il va réussir à vraiment retrouver de l'énergie, du plaisir, de l'envie. On a vu son pétage de plomb. Alors moi, ce qui me fait un peu rire derrière, c'est qu'il dit de toute façon là, cette issue du match m'importait peu. J'avais envie que ça se termine et puis envie d'aller en vacances. Non, on voit bien que sa frustration et sa réaction, c'est en lien avec son incapacité à être au niveau où il le souhaite aujourd'hui. Et donc, user cette saison, Daniil Medvedev. Il y a 2 ans, ça avait déjà été un petit peu difficile. L'année dernière, c'était mieux, mais usé aussi probablement un peu manifestement par les balles, d'après ses dires, qui ne lui facilitent pas la tâche, mais aussi par cette concurrence, par son jeu quand même, qui est très, très exigeant. Moi, je regrette vraiment quand même qu'on est sur une compétition qui réunit les 8 meilleurs joueurs du monde. Je regrette clairement ce genre d'attitude, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de combativité. On parle des Masters, qui est quand même une compétition. A priori, on est censé venir se donner à 300%. Justine, c'est contre lui, alors, cette image. Attention, rien n'est préjudiciable. La formule fait que vous pouvez perdre et péter un plomb comme ça le premier match et remporter le Masters. Il l'a déjà remporté. Il aura fallu trouver les mots. Il faudra trouver les mots. Oui. Mais est-ce qu'on peut pas lui faire confiance justement? Est-ce que justement dans cette adversité, il ne peut être que meilleur? Il a encore 2 matchs à jouer, Daniil Medvedev. Il est malin. On avait le sentiment qu'en plus, malin. Il n'y a eu aucun titre cette année, donc c'était aussi peut-être une motivation supplémentaire de bien finir l'année. Mais là, on a l'impression qu'il s'enfonce, quoi. Peut-être qu'il voit aussi les autres progresser autour de lui.
les petits jeunes, certes, les Sinner, Alcaraz, mais même ceux de sa génération qui passent des paliers. Et lui, on a l'impression quand même qu'il régresse depuis plusieurs mois. Ça te gêne pour lui ou ça te gêne pour le tennis et l'image qu'il renvoie? Non, lui, c'est son voilà, il gère les choses comme il veut les gérer, mais je trouve pas que ce soit quand même ce manque à un moment donné de combativité, un peu cette provocation par rapport à l'arbitre, outre le fait qu'il fracasse sa raquette, des micros. On est quand même sur des comportements ridicules qui sont quand même pas très matures à un niveau où dans une compétition comme ça aussi importante, c'est quand même hallucinant de voir ce type d'image sur un premier match. Le Masters, ça a commencé depuis 48 heures. La seule image dont on nous parle, c'est ça. On ne nous a pas parlé d'Alcaraz qui a perdu contre Casper Ruud. On nous parle de Daniil Medvedev. C'est une formidable publicité pour le tennis. Je sais, chacun son avis. Et tu viens me provoquer là un petit peu. C'est parce que ça a été récurrent cette année. J'aime bien le bonhomme, mais je me dis toujours que c'est franchement contre lui. C'est pas préjudiciable pour l'image du sport et tout ça. C'est une douleur intérieure. On sait qu'il combat ça depuis des années. On sait qu'il est suivi depuis ado, Daniil. Il a essayé de changer les choses en prenant une préparatrice mentale, en essayant de... Force est de constater que, comme pour Andrei Rublev, ça ne fonctionne pas encore, mais on a envie de l'encourager, on a envie de le sortir de là, et on sait qu'il est capable, même de rebondir là aujourd'hui contre un deuxième adversaire. On verra, mais je lui souhaite pour lui, puis je le souhaite aussi pour la compétition. Puis là, on va dire, il est relancé, il va être qualifié pour les demi. Aujourd'hui. On verra en 48 heures. Alors, il faut se remobiliser. On sait quand même que les dernières semaines n'ont pas été évidentes non plus. Il y a cette fatigue, il y a cette usure. Mais c'est vrai que dans son discours, il parle beaucoup. Enfin, il dit on va voir ce qu'on va être capable d'ajuster pour 2025. Mais finalement, il parle beaucoup des balles. Bon, il faut se méfier évidemment de tout ce qui est dit dans une période où on est très fatigué, où on est vraiment au bout du rouleau. Ça, c'est certain. Mais comment continuer à se responsabiliser aussi par rapport à ça pour essayer de faire évoluer la situation dans les prochains mois. Moi, sur le fait quand même qu'on est dans un tournoi qui est majeur, je n'en démords pas. Je trouve que c'est quand même une attitude qui est un peu déplorable et qui ne met pas le tennis de haut niveau en avant, à mon sens. Mais ça, c'est un avis personnel, bien sûr. Alors, plateau vraiment faible, puisqu'on a quand même aussi un Zverev très en forme, pour le coup, qui affiche ses ambitions, qu'on a vu travailler à Bercy après chacun de ses matchs à l'entraînement et en déclarant qu'il était déjà dans le travail pour 2025 pour aller chercher plus. Il en a déjà gagné 2 de Masters, donc il n'a plus à prouver là-dessus. Il est déjà dans la préparation de 2025, Alexander Zverev, vers ce grand chelem qui lui manque. Ouais, c'est ce qu'on dit beaucoup, parce qu'effectivement, le fait qu'il travaillait après ses matchs et puis son discours, il nous projette déjà un petit peu plus loin. Moi, je crois qu'il est quand même très très bien dans ses Masters, on le sent. Je sais qu'il l'a encore refait hier soir, après sa victoire contre Andrei Rublev, il est retourné s'entraîner. C'est bien, il n'en a pas assez. Il a envie. Il a envie de montrer aussi. Ça lui permet de sortir un peu de la compétition, d'extérioriser des choses. Il n'a pas eu assez de confrontation contre Rublev, il fallait qu'il joue encore. Il a dit que non, il a dit que c'est pas parce qu'il n'était pas assez fatigué de venir à l'entraînement après. Il disait effectivement, comme tu dis Anne, qu'il préparait 2025, qu'il préparait à jouer contre Sinner et Alcaraz. Ils ont peur d'avoir déjà perdu trop de chemin. Non, mais ça passe par du travail, évidemment, à l'entraînement. S'il a besoin d'aller chercher des sensations supplémentaires et de continuer à se dépenser, à utiliser ce temps, c'est vrai qu'il y a très peu de temps pour travailler, comme quand vous enchaînez les semaines et les tournois. Et qu'on gagne tout le temps. Et qu'on gagne beaucoup, comme ça a été le cas cette année. Donc, il y a forcément, dans son jeu une dimension à continuer à faire évoluer. Et ça, je pense que ça passera par ce qu'il va être capable de mettre en place lors de chaque match, et pas seulement à certains moment, parce que là, il va devoir monter son niveau d'exigence par rapport à cette dimension aussi un peu plus offensive. Et puis, trouver quand même aussi des clés sur le plan mental pour arriver quand même dans des moments cruciaux. C'est ce qu'il veut l'année prochaine. Il a gagné des Masters 1000, il a gagné les Masters, il a été capable d'afficher un niveau de jeu exceptionnel sur cette compétition. Voilà, on connaît ses qualités d'autant plus dans ces conditions-là. Sur un format qui est différent, plus long, c'est ça qui va être intéressant, c'est de se dire quelles ressources il va être capable, tout son travail aujourd'hui au quotidien, il n'y a pas de hasard, quelles ressources il va être capable de trouver dans des moments cruciaux. Je ne vais pas encore revenir sur la finale de Roland-Garros, parce que sinon, Thomas va dire... 2 fois 5 jeux non, mais c'est sur la réaction en début de 4e manche. Ça, ce sont des moments qui sont des moments clés. Il mène 2-7-1. Premier point en finale à Roland, premier point du 4e set, il se prend la tête avec son papa, il s'énerve. Ça se joue à ça aussi, à la gestion et au fait de se dire j'ai les armes, je suis capable et je vais maintenant
oser aller jusqu'au bout. Ça va venir avec l'état d'esprit, tout ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place. Ça va être sa quête absolue et ça va être une des grandes questions. Voilà, en tout cas, l'année 2025, on verra pour la suite. C'est vrai que c'est déjà un bon test ici, puisque les vainqueurs de Grand Chelem cette année, c'est Sinner et Alcaraz. Et donc se confronter à eux directement dans un tournoi prestigieux comme ça, c'est la meilleure façon de se préparer pour 2025. Il y aura un Grand Chelem pour Zverev en 2025, Thomas? Ah, j'arrive pas à me prononcer là-dessus. On connaît la réponse de certains Deep. l'avaient annoncé, ouais. J'avais entendu Alex Correggia, j'avais entendu Arnaud Pasquale. J'ai pas entendu Justine Hénin, et je le regrette d'ailleurs. Sur Sabalenka, je l'ai entendu, mais non, c'est difficile de se prononcer. Quand on parle de cette génération, Stefanos Tsitsipas, cette next-gen de l'époque, Medvedev, est-ce que c'est pas trop Tsitsipas, tard Zverev. déjà? C'est la grande question. Et puis ces deux finales perdues où il est pas loin contre Dominic Thiem et contre Carlos Alcaraz. Ça va dépendre des opportunités, ça va dépendre aussi Il y aura de le la retour de concurrence Djoko. et pas que de lui. Donc c'est pour ça que c'est impossible de se prononcer. On voit qu'il y a des joueurs qui sont... on les a vus arriver, on imaginait comme Sinner... on pouvait plus facilement se prononcer quand même pour Sinner à la fin de la saison dernière que pour Zverev aujourd'hui, pour toute une série de raisons. S'il le fait... franchement, je trouve que ce sera très fort compte tenu de cette génération passée, de celle qu'il a affrontée aujourd'hui, de la blessure qu'il a eu à traverser. Ce sera très fort, mais on le commentera au moment venu. Quoi. Ouais, j'ai peur que ce soit un joueur format de 7 gagnants et qu'il s'arrête là. C'est un petit peu son problème, jusqu'ici. On verra en 2025. On verra déjà sur ce Masters toute la semaine sur Eurosport, commenté notamment par Justine Hénin, par Thomas Biel, avec un beau programme. Le plateau est peut-être un peu plus faible que les autres années, mais avec la victoire de Ruud sur Alcaraz, ça met un petit peu de piment. Il y aura de l'enjeu et on va suivre tout ça sur Eurosport. On débriefera tout ça aussi mardi prochain dans Retour Gagnant. Merci Justine. Si Medvedev C'est un perd, plaisir. est-ce qu'il peut encore se qualifier pour les... Ah, il a les- sorti les- la Ça y est, c'est calculette. parti là. Je Ah, ne ferai question pas que de je voulais calcul ce poser. matin. C'est méchant. Deux mineurs gagnent en vous 2-7, tu ne me piégeras pas. mais que... Il y a eu des calculs à faire au Masters féminin, c'était pas si Ah, mais là, simple que ça. Je vais avoir une journée On n'est que compliquée. le hein. C'est troisième déjà arrivé, jour. c'est déjà arrivé un joueur qui gagne alors qu'il n'a pas de premier match. Oui. Oui, hein. ça c'est déjà arrivé. En tout cas, l'année dernière, Medvedev, Djokovic perd contre Sinner en poule et il gagne après en finale On sait contre le qui est même Sinner. qui est ton favori. On verra, mais c'est assez passionnant. On le racontait là pour éviter Yannick Sinner, qui devrait terminer premier de l'autre groupe. Ça va être intéressant pour le groupe John Newcombe. Yes. Oui, on peut avoir un Sinner Alcaraz en demi-finale, pour le coup. Ah, j'aime tous vos pronostics. Ce serait dommage. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les deux. Merci à Seb Petit, à Florian Caloise en régie. Merci à Romain Kurz, Noël Bigouin et Quentin Guichard pour la préparation de cette émission. Merci à Romain Bouchenot pour ses blagues. Et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant. Bye bye.